Bonjour à tous. Dans ma série sur l'astronomie, j'avais prévu de parler des marées après mes vidéos consacrées à la Lune. Logique, puisque c'est principalement la Lune qui provoque le phénomène des marées. À l'époque, je pensais connaître le mécanisme des marées et je croyais qu'il me suffirait juste de faire des recherches pour quelques précisions complémentaires. Mais en me lançant dans le sujet, je me suis aperçu qu'avec mes certitudes, j'étais sur la montagne de la stupidité de la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe qui donne le niveau de confiance sur ce qu'on croit savoir en fonction de ce qu'on sait réellement. Je suis tombé dans la vallée de l'humilité où je me morfonds aujourd'hui de désespoir. Voici ce que je croyais savoir des marées. La Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre. Sous l'effet de cette attraction, les mers et les océans s'élèvent en direction de la Lune, formant ainsi un bourrelet d'eau. La croûte terrestre est elle aussi attirée, mais comme elle est plus rigide que l'eau, elle monte moins haut. La Terre tournant sur elle-même, la montée des eaux par rapport à la croûte terrestre est perçue comme une vague qui fait le tour complet de la Terre en un jour lunaire, c'est-à-dire en 24 heures et 50 minutes. L'attraction lunaire crée en réalité un deuxième renflement à l'opposé du premier, et ce sont ainsi deux vagues qui se produisent. Ce sont les deux marées quotidiennes que l'on connaît. Cette explication est assez largement reprise sur Internet. Après quelques recherches, je suis arrivé à la conclusion que cette explication est globalement fausse. Pour me laisser le temps de bien approfondir, j'ai décidé de traiter le sujet des marées en plusieurs parties. Au moins 3 vidéos, je pense. Aujourd'hui, nous allons étudier pourquoi l'attraction de la Lune crée un renflement à la surface des océans. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il 2 renflements? Et nous verrons que ces bourrelets ne peuvent pas expliquer les marées. Naïvement, on peut se dire qu'une petite goutte d'eau à la surface de l'océan est un petit peu attirée par la Lune. Elle monte donc un petit peu vers le ciel. C'est le cas de toutes les petites gouttes d'eau autour, et c'est donc toute la surface de l'océan qui monte un petit peu vers la Lune. Mais en réfléchissant, cette explication ne marche pas du tout. En effet, on apprend en physique que la position d'équilibre d'un objet dépend de la somme des forces qui s'exercent sur lui. Ici, il y a 2 forces dans notre bilan. La force d'attraction de la Terre vers le bas et l'attraction de la Lune vers le haut. L'attraction de la Terre étant bien plus intense, le résultat est une force vers le bas qui colle notre goutte d'eau à la surface de l'océan. L'océan en retour exerce une force vers le haut et la goutte ne bouge plus. Point. Il n'y a aucune raison pour qu'une goutte d'eau soumise à l'attraction lunaire soit un peu plus haut qu'une goutte d'eau sans attraction lunaire. D'ailleurs, si c'était le cas, le phénomène irait en s'amplifiant. En s'élevant, la goutte d'eau se rapprocherait de la Lune, l'effet de la Lune augmenterait. A l'inverse, s'éloignant de la Terre, l'attraction terrestre diminuerait, et la goutte d'eau serait finalement aspirée par la Lune par une force de plus en plus importante. C'est totalement absurde. Si on disposait d'une balance super précise, on arriverait à mesurer une variation de poids minime avec le passage de la Lune, mais on ne verrait pas de variation de sa position. Pour comprendre comment la Lune influence la forme de la Terre, il faut prendre en compte toute la planète et pas seulement les océans. On peut considérer une planète comme un ensemble de particules de matière. La force de gravité les attire entre elles et elles finissent par se regrouper en un amas compact. On comprend intuitivement que la sphère est une forme d'équilibre pour l'agencement global des particules agglutinées sous l'effet de la gravité. Prenons une particule de matière à l'intérieur de la sphère. La particule est attirée vers le centre parce que c'est dans cette direction qu'il y a le plus de matière. La matière qui se trouve derrière elle l'attire vers l'extérieur et diminue ainsi l'intensité de l'attraction vers le centre. Plus la particule est proche du centre, moins la gravité est forte. La particule au centre ne subit aucune gravité, l'attraction dans une direction étant exactement compensée par l'attraction dans la direction opposée. La gravité moyenne diminue avec le rayon. Mais derrière une particule, toutes celles qui sont du côté extérieur sont attirées vers le centre et appuient de tout leur poids contre la particule. La particule subit ainsi le poids de toute l'épaisseur de matière qu'elle a au-dessus d'elle. La particule est coincée par celle qui se trouve devant elle. Elle lui transmet toute la force qu'elle subit en y rajoutant son propre poids, augmentant ainsi la pression sur sa voisine. Les plongeurs connaissent bien ce phénomène de la pression de l'eau qui augmente avec la profondeur. Une profondeur de 10 mètres d'eau représente une pression de 10 tonnes par mètre carré. Les particules de l'extérieur de la sphère subissent seulement une force de gravité dirigée vers le centre. En plongeant vers l'intérieur du volume, la force de gravité diminue, mais des forces de pression apparaissent. Le phénomène s'amplifie jusqu'au centre où la gravité est nulle et la pression à son maximum.
Notons au passage que s'il y a énormément de matière, la pression peut devenir tellement importante que les particules ne peuvent plus y résister. La matière s'effondre sous l'effet de la pression gravitationnelle et la sphère devient alors un trou noir. Voyons pourquoi la sphère est la seule forme d'équilibre. Partons d'une forme allongée. Pourquoi ne serait-ce pas une forme stable sous l'effet de la gravité interne? On peut décomposer cette forme ellipsoïdale en une sphère centrale entourée de deux joues, une de chaque côté. La sphère intérieure est à l'équilibre. Il n'y a aucune raison qu'elle se déforme. Mais les joues sur les côtés sont attirées par la matière de la sphère. Elles exercent donc une pression sur la sphère dans leur direction. Cette pression déforme la sphère perpendiculairement. Le résultat est que l'ensemble de l'ellipsoïde se déforme pour devenir une sphère à l'intérieur de laquelle la pression et la gravité sont partout à l'équilibre. C'est pour cette raison que les planètes et les étoiles ont une forme sphérique. Voyons maintenant quelle influence l'attraction lunaire va avoir sur la forme de la Terre. La Lune exerce un champ gravitationnel dans lequel baigne notre planète. Avant de continuer, je fais une remarque rapide pour les plus puristes. Dans la suite, je vais utiliser indistinctement les notions d'accélération, de force et de gravité en considérant que c'est la même chose. Ce n'est pas rigoureusement le cas, mais je n'ai pas besoin de faire la distinction ici. Imaginons tout d'abord que le champ de gravité de la Lune soit identique partout dans l'espace autour de la Terre. Cela voudrait dire que toutes les particules de matière accéléreraient de manière identique dans la direction du champ de gravité. Pour décrire ce qui se passe, on devrait suivre cette accélération en nous laissant emporter nous aussi par elle. Nous, observateurs, et les particules de matière serions alors tous en chute libre, c'est-à-dire que nous ne ressentirions plus l'accélération. Le problème se poserait alors comme tout à l'heure, le résultat serait le même, la forme d'équilibre est une sphère où pression et gravité s'équilibrent. Les plus attentifs d'entre vous auront certainement reconnu le principe d'équivalence d'Einstein que j'explique dans ma série consacrée à la relativité générale. Einstein indique que se laisser emporter par la gravité dans un mouvement de chute libre est équivalent à ce qu'il n'y ait pas de gravité du tout. Mais le champ d'attraction gravitationnelle de la Lune n'est pas constant. L'hémisphère terrestre du côté de la Lune est plus attiré que l'autre qui est plus éloigné. Par ailleurs, les lignes du champ de gravité émises par la Lune ne sont pas tout à fait parallèles. Une nouvelle fois, nous allons observer ce qui se passe en nous laissant emporter par le champ de gravité. Mais le champ n'est pas partout le même. On n'accélère pas partout avec la même intensité. Il faut donc préciser à quel endroit on se place pour se laisser tomber en chute libre. Pour observer la déformation de la Terre, il faut qu'elle reste immobile dans notre référentiel d'observation. C'est donc le centre de gravité de la Terre que nous allons suivre dans sa chute. En se laissant tomber de la sorte, notre référentiel d'observation retranche partout l'équivalent de l'accélération du centre de la Terre. Cela annule parfaitement l'accélération du centre qui reste fixe. Après tout, c'est ce qu'on cherchait à faire. Mais cette opération n'annule pas le champ d'attraction partout ailleurs, du côté de la Lune. L'attraction étant plus forte qu'au centre, il reste une petite attraction vers la Lune. De l'autre côté de la Terre, l'attraction de la Lune étant moins forte qu'au centre, l'attraction résultante est dirigée à l'opposé de la Lune. C'est comme si la Lune repoussait cette partie de la Terre. Au pôle, la direction du champ de gravité est inclinée par rapport à la direction au centre. En retranchant l'accélération de notre référentiel, il résulte une petite force verticale vers l'intérieur. On retrouve cette force dirigée vers le centre tout autour du cercle perpendiculaire à l'axe Terre-Lune. Au final, le champ d'accélération résultant est constitué de forces qui compressent la Terre sur le grand cercle perpendiculaire à l'axe de la Lune. En s'écartant de ce cercle, les petites accélérations s'inclinent dans la direction de la Lune, vers la Lune sur un hémisphère et dans le sens opposé sur l'autre hémisphère. Sur les calottes situées autour des axes, les accélérations sont alignées avec l'axe. Nous pouvons maintenant nous interroger sur la forme d'équilibre de la planète sous l'effet de la gravité en tenant compte du champ d'attraction lunaire. On comprend alors facilement que la forme ne soit plus une sphère, mais un ellipsoïde allongé dans la direction de la Lune. La sphère se rétrécit dans le plan de compression car c'est comme si des particules de matière étaient plus lourdes dans ce plan. Inversement, la sphère s'allonge dans la direction de la Lune car les particules sont plus légères de cet axe. L'ellipsoïde ne peut pas s'allonger indéfiniment car plus il s'allonge, plus il y a de matière dans la direction de l'axe. La pression de la gravité augmente, ce qui tend à compresser l'ellipsoïde. Il y a donc une forme ellipsoïdale qui équilibre la force de gravité interne et le champ d'accélération externe. L'ellipsoïde crée deux renflements sur la Terre, un en direction de la Lune et l'autre à l'opposé.
Cette représentation exagère le phénomène de manière importante. Le déplacement ne représente que quelques dizaines de centimètres. Une autre manière de présenter ce résultat est de dire que la Terre enfle sous l'effet de sa pression interne lorsque la force de gravité est légèrement diminuée par l'attraction dans la direction de la Lune. Notons également que la force centrifuge liée à la rotation de la Terre produit un autre champ d'accélération. Ce champ d'accélération centrifuge est plus intense à l'équateur. Il diminue progressivement à mesure qu'on se rapproche des pôles. De la même manière qu'avec le champ de gravité lunaire, le champ d'attraction centrifuge aplatit légèrement notre planète dans la direction de l'axe de rotation. Le champ d'accélération de la force centrifuge est beaucoup plus intense que le champ d'accélération de l'attraction lunaire. Il représente un renflement de 43 km à l'équateur, à comparer aux quelques dizaines de centimètres du renflement dû à la Lune. En résumé, on ne peut pas dire que le niveau des océans monte parce que l'eau est attirée par la Lune. Il faut dire que l'ensemble de la planète se déforme parce que l'attraction de la Lune n'est pas la même partout dans la planète Terre. On pourrait imaginer que l'effet du différentiel d'attraction de la Lune soit plus important sur les océans parce que le liquide est plus malléable que la roche. Essayons de nous faire une idée approximative de l'influence de la Lune sur la hauteur des océans. L'accélération de la pesanteur à proximité de la surface de la Terre permet de calculer la pression au fond d'un océan. On trouve environ 1000 fois la pression atmosphérique pour une profondeur de 10 km. L'influence de la Lune diminue l'accélération de la pesanteur d'environ 1/10000000. Sous l'effet de la Lune, à 10 km de profondeur, toute la colonne d'eau étant un peu plus légère, la pression va un peu diminuer. On peut alors calculer quelle augmentation de hauteur est nécessaire pour compenser cette diminution et retrouver la pression de 1000 atmosphères. On trouve que la hauteur doit augmenter dans les mêmes proportions, c'est-à-dire de 1/10 000 de la hauteur, soit 1 mm. Une marée de 1 mm seulement. Même si le calcul est simplifié, ce n'est pas le bon ordre de grandeur. C'est Newton qui a calculé la déformation de la Terre sous l'influence de la Lune pour expliquer le cycle des marées. Mais on vient de voir que cette déformation ne peut pas causer les marées. On appelle l'explication de Newton le modèle statique des marées. Statique parce qu'il ne prend en compte que le déplacement vertical de l'eau des océans. Pour tenter de mieux comprendre les marées, il faut étudier le déplacement horizontal de l'eau. C'est ce qu'on appelle le modèle dynamique des marées. Il a été élaboré par Laplace. C'est ce que nous tenterons d'étudier dans une prochaine vidéo, mais avant, il faudra parler de l'influence du Soleil. À bientôt.